comment le numérique pouvait se mettre en question avec la low-tech. Ensuite, qu'est-ce qu'était la data, comment la donnée que nous générons chaque jour en cliquant, en s'inscrivant, en recevant des newsletters, comment ces données pouvaient être utilisées, ou en tout cas qu'on était à l'ébauche d'un monde à venir sur l'utilisation de la donnée. Et en fait, la région, elle est déjà en avance sur une partie de ce big data. On disait autrefois le big data, cette masse de données, cet océan de données. Eh bien, si elle est en avance sur un domaine, c'est sur l'environnement et sur toute la donnée environnementale, géologie, climat. Et on va voir ça avec nos invités que je remercie d'être venus nous voir aujourd'hui. D'abord, Daniel Pierre, bonjour. Donc Daniel Pierre, je rappelle, vous êtes directeur de la recherche et de l'innovation au sein d'Antea Group. Tout à fait. Antea est un groupe assez peu connu du grand public parce que vous ne vendez pas de produits grand public. Cela dit, vous êtes dans la vie de tous les jours, de tout le monde, et vous allez nous dire comment tout à l'heure et pourquoi. Donc Daniel Pierre. À vos côtés, Arnaud Garnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du numérique pour les géosciences au sein du BRGM. Le numérique, enfin ce service est un nouveau service du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, qui est basé à Orléans, qui est un organisme national, un organisme public, mais qui est basé à Orléans. Et donc vous dirigez un service d'une quarantaine de personnes, et vous me disiez en préparant ce passage que vous seriez une soixantaine en fin d'année, donc dans quelques mois, et donc que vous êtes en phase de recrutement, et vous allez nous dire pourquoi. Et puis enfin, Christophe Briseau, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes responsable HPC. Qu'est-ce que c'est le HPC ? Alors le HPC, c'est un de mes gros mots favoris dans notre métier. Donc HPC pour High Performance Computing. Et donc plus avec moi, ça désigne les supercalculateurs. Donc ces fameux ordinateurs qui sont capables de faire beaucoup de calculs à la seconde. Très bien. Donc responsable de ce secteur au sein de Atos. Atos qui est une grande entreprise française, européenne, voilà, qui a été dirigée par un certain... Thierry Breton, voilà, qui est aujourd'hui commissaire européen au numérique. Exactement. Voilà. On vous souhaite le même parcours. Merci. Donc Christophe Briseau, vous allez nous dire dans quelques instants en quoi Atos, qui est présent en région, Atos qui a des bureaux à Orléans et qui s'est scindé, une entreprise qui s'est scindée en deux parties, une partie service numérique, une partie paiement. Puisque à Tours, il y a Worldline qui emploie plusieurs centaines de personnes. Exactement. Alors à Blois et à Tours, nos anciens camarades et collègues de Worldline, effectivement, qui eux sont spécialisés plutôt sur les thématiques de paiement électronique. De paiement sécurisé, oui. Exactement. Mais effectivement, aujourd'hui, ça n'est plus la même entreprise. Atos d'un côté et Worldline de l'autre. Mais ça fait partie, tout ça vient du même groupe, en effet. Et je précise que, Christophe Briseau, vous êtes le délégué régional de Nouméum, oui. Centre Val-de-Loire. Nouméum qui est en fait une association professionnelle. Alors c'est effectivement la fédération professionnelle des ESN, donc des entreprises de services numériques. Donc tout le métier aujourd'hui de l'IT. Faut juste pour citer un chiffre, savoir qu'au niveau national, l'emploi numérique dans les entreprises de services numériques, donc les Atos, Capgemini, Soprasteria, CGI et autres, IBM par exemple, représente à peu près 550 000, 600 000 emplois. Donc voilà, c'est vraiment une profession quand même qui pèse aujourd'hui sur les métiers de l'IT. Et je crois qu'il y a une grosse ESN, une ETI, on va dire, familiale dans les ESN qui est orléanaise, c'est Pentalog. Oui, bien sûr. Alors, il y en a même plusieurs. On peut citer ITM Région, on peut citer Pentalog, et il y en a d'autres, IGM également, qui sont sur le territoire, des entreprises donc de plus petite taille, mais qui œuvrent et qui sont importantes pour nous à la taille du territoire au sein de notre métier du numérique. Alors, pour bien illustrer ce sujet, la région centre, hotspot européen de la donnée environnementale, je vais utiliser alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais il y a quelques jours, en mai et fin avril, on a eu un peu chaud. La sécheresse a commencé à poindre son nez. Il y a quelques bassins versants dans l'est de ce département du Loiret qui sont placés en zone rouge. Et donc, tout ça, c'est un relevé de data, de données qui vient du BRGM, le relevé de l'eau,
avec cette sécheresse, si on l'a vu arriver, c'est un peu grâce à l'outil nappe phréatique. Alors, effectivement, Arnaud Garnier. Effectivement, au BRGM, nous capitalisons beaucoup de données sur l'eau, notamment l'eau souterraine, à l'aide de plusieurs réseaux avec lesquels on mesure la hauteur d'eau dans les nappes phréatiques, et ce qui nous permet ensuite de faire des outils de prévision de niveau de ces nappes et donc d'anticiper les sécheresses. Donc c'est vous qui avertissez, en fait, pas le grand public, puisque, enfin, si, il y a un bulletin grand public d'ailleurs. Il y a un bulletin que les journalistes consultent. Je ne pense pas que le grand public le consulte parce qu'il faut aller le chercher quand même. Il est en accès libre sur nos plateformes numériques. Mais on fait tellement de choses tous les jours, chaque jour, qu'on oublie parfois. Il est relayé après par la presse et les médias en général. La presse le consulte régulièrement, ce fameux bulletin des nappes phréatiques. Et donc, vous avertissiez sur déjà un hiver faiblement pluvieux avec une recharge des nappes assez faible. Je prends l'exemple du sud de la France, parce qu'on ne va pas toujours parler du Loiret, mais le sud de la France, par exemple, où les habitants se croient à l'abri de tout parce qu'ils voient la Durance couler des Alpes et ils pensent que l'eau est éternelle. Or, dans le sud de la France, ils vont avoir très chaud aux fesses dans quelques années. Effectivement, c'est pendant l'hiver que les nappes phréatiques se rechargent. Donc si cette recharge n'a pas lieu parce qu'on a des précipitations trop faibles, on a des phénomènes de sécheresse qui arrivent dès le printemps. C'est le cas cette année. Très bien. Alors, ces outils, par exemple, vous, Daniel Pierre, Antea, on peut dire déjà ce qu'est Antea. Antea est un super bureau d'ingénierie ou super bureau d'études. C'est ça, au service des acteurs de l'environnement, les collectivités, les États. Tout à fait. On a parlé du BRGM et en fait, Antea Group est né en France d'un processus de filialisation du département ingénierie, sol, sous-sol et stockage du BRGM, qui a été initié dans les années 1994. Antea est aujourd'hui un bureau d'études international, indépendant du BRGM, mais avec de grosses et fortes relations, évidemment. On est un peu plus de 920 en France, dont un peu plus de 140 personnes ici à Orléans. Le siège est à Orléans. Et donc, par exemple, si on reste sur ce sujet de l'eau et de la sécheresse, qu'est-ce que vous utilisez comme données et quelle préfiguration ou quel service vous utilisez, tout simplement? Alors nous, on travaille typiquement pour des collectivités ou des industriels. Aujourd'hui, des industriels viennent de plus en plus nous voir avec des nouvelles demandes s'agissant de l'environnement. Hier, ils avaient besoin de connaître l'état de l'environnement. Aujourd'hui, ils ont besoin de prédictions environnementales. Je prends un exemple qui caractérise la région en termes d'activité économique, c'est le secteur agroalimentaire. Le secteur agroalimentaire a besoin, dans ses sites de production, d'eau, donc de puiser de l'eau dans les nappes phréatiques. Et il a besoin également de rejeter ses effluents après traitement dans une rivière. Et donc le niveau de l'eau dans les sous-sols, mais aussi le niveau d'eau et les débits des rivières sont aujourd'hui potentiellement le facteur limitant de leur production à certaines périodes. Donc typiquement, on va, dans le cadre d'études, mais aussi de déploiement d'outils, on va déployer des solutions qui vont venir exploiter les données notamment acquises par le BRGM, mais d'autres données également, d'autres partenaires du monde académique et du monde public pour venir apporter ce conseil en ayant des prévisions à 3 jours, à 90 jours, etc. et pouvoir les accompagner dans le maintien de leur activité. Pour interpréter les données en fait qui sont disponibles. Tout à fait. Si on reste sur cet exemple, j'ai un exemple en tête pour l'avoir visité, j'étais assez surpris qu'on embouteille ici à quelques kilomètres de l'Orangina avec de l'eau de la nappe de Beauce. On imagine que si un jour la nappe de Beauce remonte du manganèse ou trop de calcaire, l'Orangina va changer de goût. Alors, effectivement, il y a 10-15 ans, je pense que la plupart des industriels ne se posaient pas trop la question de l'accès à l'eau. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir l'une des plus grandes ressources souterraines avec la nappe de Beauce en région centre. Pour autant, on cite le stress hydrique que l'on connaît dans le sud de la France, mais nous sommes déjà sur le bassin Loire-Bretagne
en situation de stress hydrique. Sur les 40 arrêtés sécheresse, il y en a 38 qui concernent des zones géographiques proches de nos territoires. Et donc on rappelle que le bassin Loire-Bretagne, en fait, c'est le bassin de tout ce qui va du massif central jusqu'à la Bretagne à l'ouest, là où la Loire rejoint l'océan Atlantique. Tout à fait. Et donc ça couvre un tiers du pays, c'est ça? C'est ça, un tiers du territoire national, mais c'est 50% de la production agricole en valeur. Et c'est un territoire qui, effectivement, aujourd'hui, vous prenez la Vendée, elle est dans une situation d'ores et déjà, là, actuellement, critique en ce qui concerne les ressources en eau. Et donc, on a besoin d'outils de prédiction, on a besoin aussi de solutions. Réutiliser l'eau, ce sont aussi des sujets que l'on pousse avec des activités de recherche qui permettent de trouver des solutions. Et nous, après, en ingénierie, on essaye de les déployer. Pour autant, pour garantir l'innocuité, pour garantir le fait qu'on ne génère pas d'atteinte à l'environnement, eh bien, il faut aussi acquérir d'autres informations pour pouvoir les suivre sur le long terme et puis connaître les phénomènes. Vous pensez à quoi précisément, en fait? À quel type d'informations Typiquement, par exemple, aujourd'hui, on peut être amené à essayer de favoriser l'infiltration de l'eau de pluie. Vous voyez, par exemple, un territoire comme celui d'Orléans, c'est un territoire qui est imperméabilisé. Donc c'est de l'eau qui va ruisseler facilement, qui ne va pas intégrer les eaux souterraines. Aujourd'hui, la métropole d'Orléans, avec le pôle de compétitivité DREAM, a eu une action sur la gestion intégrée des eaux pluviales. L'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que l'eau dans la ville s'infiltre aussi, donc des espaces verts, renaturer des espaces sur la ville pour que ça génère aussi, que ça lutte contre les îlots de chaleur. Pour autant, je veux dire, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a des zones où, si on fait de l'infiltration, potentiellement, on pourrait faciliter la recharge des nappes. La recharge des nappes, mais aussi potentiellement la pollution des nappes par les activités de surface. Donc il faut aussi monitorer tout ça. Il faut y aller avec finesse. On rappelle DREAM, vous avez cité, et quand on dit région centre, hotspot européen de la data environnementale et de l'environnement, le pôle de compétitivité, c'est durabilité de la ressource en eau et milieu, c'est ça? Associé au milieu. Associé au milieu. DREAM qui est un pôle national qui... Alors, en fait, parce qu'il y avait au départ 4 pôles qui s'intéressaient à l'eau, je crois. Je n'ai pas suivi toute l'histoire des pôles de compétitivité, mais vous m'excuserez. Mais je crois qu'il y avait 4 pôles qui s'intéressaient à l'eau au niveau national et que l'État a demandé à ce qu'il y ait resserrement. Alors, DREAM a été labellisé pôle de compétitivité en 2010 sur le territoire de la région centre. Et dans le cadre du renouvellement des labels pôles de compétitivité, l'État cherchait à faire fusionner des pôles. On n'a pas fusionné, on a créé une fédération avec effectivement ces 3 autres pôles territoriaux, avec l'Occitanie, Grand Est, Région Centre et Sud-PACA. Alors j'imagine qu'Antea, évidemment, bureau d'études est partie prenante au sein de DREAM, mais de mémoire, quelques autres sociétés un petit peu emblématiques du territoire et au sein de DREAM, il y a par exemple les Vernier les pompes Vernier qui vient de BRGM, Atos, voilà. Antea, j'en suis le président. Vous avez tout un tas d'entreprises d'ingénierie, des offreurs de solutions, des sociétés qui sont dans la métrologie environnementale, DSA, TLG Pro, etc., qui sont pour certaines hébergées au labo d'Orléans. Donc c'est un écosystème d'un peu plus de 120 adhérents, donc 120 sociétés qui cherchent à promouvoir des activités innovantes, des nouveaux projets et des nouvelles solutions pour garantir un meilleur environnement et une meilleure ressource en eau. Alors, quand on dit la région centre est un haut lieu, un hotspot de la donnée environnementale, on pense aussi aux ressources dont vous disposez. Alors là, je me tourne plutôt vers Atos. Vous parliez de supercalculateurs. Qu'est-ce que vous mettez à disposition des entreprises du territoire, mais pas seulement, puisque quand on devient européen, on va au-delà du territoire de la région?
Alors oui, effectivement, supercalculateur, vous évoquez, qui aussi, par exemple, au passage, calcule la météo. C'est-à-dire que ce sont bien des outils qui sont, par rapport à notre thématique, utilisés aujourd'hui pour les prévisions météorologiques. Les ressources informatiques, donc les ingénieurs, les consultants, c'est effectivement le cœur du sujet parce que nous en mettons à disposition nos intervenants, nos consultants, que ce soit pour le BRGM, que ce soit associé avec Antea ou d'autres clients du périmètre, puisque comme on l'a cité au travers Daniel et Ouar, beaucoup d'entreprises qui se trouvent sur ce périmètre géographique vont intervenir sur des thématiques environnement, autour de l'eau, autour du climat. Et donc, nous, notre thématique à nous, notre sujet, c'est effectivement de donner la possibilité d'avoir en nombre suffisant les compétences, que ce soit des ingénieurs d'études, que ce soit des spécialistes de la big data, qui vont permettre d'alimenter les projets. Cité tout à l'heure, on peut citer un grand projet, notamment aujourd'hui sur le jumeau numérique, identifier des outils de simulation qui vont permettre sur les thématiques environnementales, en effet, de pouvoir simuler, prévoir, et ça c'est un enjeu important. Et donc nous, notre sujet au niveau des ESN, c'est de permettre d'alimenter nos clients avec les bonnes compétences pour alimenter ces projets. Et les ressources sont disponibles sur le territoire. C'est vrai que, vu de la rue, on n'a pas l'impression. Alors, effectivement, vous mettez le doigt sur un point sensible, c'est qu'aujourd'hui, dans les métiers du numérique, quelque part, ils sont partout. On parle de l'environnement, mais on pourrait parler de la banque, on pourrait parler de l'assurance, etc. On a besoin de ces compétences informatiques sur tous nos métiers. Et aujourd'hui, il est vrai que c'est un métier qui est structurellement en déficit de compétences. Malheureusement, il manque plusieurs dizaines de milliers de jeunes ingénieurs qui arrivent sur le métier du travail, sur les métiers du numérique tous les ans, puisque cette transformation digitale dont on parle depuis plusieurs années, en amenant de nouvelles fonctionnalités, en amenant de nouveaux modes de fonctionnement, de nouveaux comportements, nous permet d'avoir beaucoup d'activités. Et effectivement, il convient de continuer à former beaucoup et il nous en faudrait plus, même aujourd'hui, de compétences sur ces métiers. Je parlais de ressources, vous avez donc glissé sur les ressources humaines. Je me tourne vers vous, Monsieur Garnier, pour le BRGM, de ressources aussi techniques. Je pense au data center. Voilà, effectivement, le BRGM est doté d'un data center qui est labellisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il est localisé où? Il est localisé sur le site du BRGM à Orléans. À Orléans-la-Source. Donc on a de la donnée environnementale locale, consommée localement par tout l'écosystème. D'accord. Et ce data center qui a été fondé initialement pour regrouper tous les moyens des deux universités d'Orléans-Tours, de l'INSA Centre-Val de Loire et du BRGM, eh bien aujourd'hui, il capitalise énormément de données environnementales. On a parlé de l'eau, mais il n'y a pas que l'eau. C'est un nouvel outil qu'on a lancé en 2021, qui prendra son essor jusqu'à 2025, parce qu'on a une très forte montée, une multiplication par 7 des ressources, que ce soit du stockage de données, que ce soit du calcul, et du calcul haute performance comme du calcul plus classique, du serveur plus classique. Et donc, vous avez combien de capacités de calcul ou combien de capacités mémoire dans ce data center que vous avez construit? Aujourd'hui, les données représentent en gros 1 pétaoctet. Alors, 1 pétaoctet, il faut expliquer, 1000 gigas, 1000 teraoctets de... Et puis, en 2025, on devrait être aux alentours de 7 à 8 pétas, pour vous donner l'ordre d'idée. Aujourd'hui, en matière de serveurs, c'est en gros 1000 serveurs. Et puis plus 1000 autres destinés au calcul haute performance. Et puis tout ça, on pense le multiplier par 7 en 5 ans. D'accord, donc arriver à 7 ou 8 pétaoctets pour le data center de... L'avantage du data center, c'est qu'on a appelé data centre, du nom de la région. C'est bien sur notre territoire régional de se donner les moyens de conserver cette donnée dans des conditions optimales et de la traiter aussi localement. Pas aller la traiter à l'autre bout de la planète, parce que l'impact environnemental de ce traitement à l'autre bout de la planète est bien supérieur à ce qu'on peut faire localement. Et on veut un outil qui soit, on dit dans notre jargon, scalable, c'est-à-dire que l'on puisse faire évoluer au fur et à mesure que les besoins arrivent. Donc un outil souple avec des technologies de cloud,
D'autres le font, des grands noms le font, mais il n'y a pas que les grands noms qui le font. Il y a aussi des gens en région, comme le BRGM, avec ses partenaires. Pour souligner un point que Arnaud citait à l'instant, hein, le data center est aussi doté, est un mésocentre de calcul, hein, c'est-à-dire qu'on a aussi une capacité de calcul haute performance, donc ces fameux supercalculateurs. Donc là, pour rebondir sur la thématique que la région centre est effectivement bien dotée, tant en données, en compétences qu'en informaticiens, mais aussi en moyens de calcul. Voilà, on trouve tout ça sur le périmètre régional, sur le territoire. Et effectivement, c'est un des éléments d'attractivité de ce territoire sur cette thématique, puisqu'on y trouve tous les besoins pour aller vers la construction de nouveaux services numériques au bénéfice de l'environnement. Alors ce data center qui a sans doute nécessité plusieurs millions d'euros d'investissement, je ne sais pas si c'est pas vous qui avez suivi le dossier, mais... C'est un projet qui pèse environ 15 millions d'euros d'investissement. D'accord, par un établissement public. À qui vous l'ouvrez? Parce que juste les 1000 salariés du BRGM ne suffisent pas à remplir les 1000 serveurs dont bien vous sûr. disposez. Alors, vous savez, la donnée n'est pas proportionnelle au nombre de salariés du BRGM. Hein, pas du tout même. Mais vous avez raison. Le premier cercle de partenaires, ce sont les partenaires fondateurs. J'ai cité les 2 universités, l'INSA Centre-Val de Loire. Le deuxième cercle, ce sont d'autres organisations qui sont dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et vous savez, comme la recherche est gourmande en données, donc en stockage de données, ou en puissance de calcul, évidemment, type HPC. Ensuite, on a un autre cercle qui va concerner tout le secteur public. Donc ça peut être des collectivités territoriales, principalement. Et puis enfin, des entreprises. Mais là, on veut quand même être sur des métiers proches des nôtres, c'est-à-dire de la géoscience, du domaine environnemental. Est-ce que vous arrivez à regrouper des données pour les mettre à disposition? Bien entendu. Et par quels moyens vous y parvenez? Alors, on utilise des technologies de big data, on a déjà cité ce terme, des moyens de traitement qui nous permettent de concentrer beaucoup de données. Alors, il y a 10 ans, on concentrait les données au même endroit. Maintenant qu'on a des réseaux de fibres qui sont à débit très élevé, on parle de 100 gigas, on peut aussi consommer la donnée à l'endroit où elle est stockée initialement et non plus la répliquer, la dupliquer comme on le faisait il y a 10 ans. Ce qui fait que ce qui est important, c'est que cette donnée, on puisse la cataloguer. Demain, c'est ça le BRGM, c'est avant tout un très gros catalogue de données. La donnée, elle sera peut-être dans le data center, mais elle pourra être partout dans le monde, pas forcément en France. Hein, ça peut être de la donnée européenne située dans chacun des pays producteurs. D'accord. Vous me parliez de Dataterra aussi quand nous préparions cette table ronde. Parce que qu'est-ce que c'est Dataterra? Cette donnée environnementale, elle nous sert dans notre quotidien. On a parlé de météo, on a parlé de sécheresse, mais elle sert aussi à réaliser des activités de recherche pour prévoir l'avenir, pour mieux construire l'avenir. Et Dataterra, c'est une très grosse infrastructure de recherche qui permet de mettre à la disposition de la population des chercheurs français de la donnée environnementale qui concerne la Terre au sens très large. Donc ça peut être la Terre solide, ça peut être l'air, ça peut être la mer. Et donc Dataterra, c'est une infrastructure de recherche qu'on est en train de construire. Le BRGM est partie prenante qui regroupe quasiment tous les grands instituts de recherche français. Et certains, tels que le CNRS, sont beaucoup plus gros que le BRGM. Et l'objectif, c'est pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche d'avoir une infrastructure unique avec de la donnée. Alors on dit interopérable, c'est-à-dire qu'on soit capable de croiser toutes ces données pour réaliser des activités de recherche. Voilà Dataterra, c'est un très très gros, un très très beau projet à l'échelle de 10 ans. On a déjà les premiers résultats parce que ce que veut le ministère de la Recherche, c'est des résultats petit à petit. C'est pas je rase gratis pendant 10 ans. On va y revenir sur cette notion-là. D'autres outils que vous mettez en place, la plateforme EPOS au niveau européen, et puis la plateforme One Geology, une géologie, comme on dit One Health pour une santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire mais rapidement quelques mots? Je vais être très schématique.
EPOS, c'est une infrastructure de recherche comme Dataterra, mais à l'échelle européenne. Donc chaque pays européen vient mettre ses données dans EPOS. Et puis en matière de géologie, on a fait mieux, puisqu'on a fait une plateforme qui donc s'appelle OneGeology, qui permet d'avoir les cartes géologiques de l'ensemble du monde. Toutes ces plateformes, Dataterra, EPOS et OneGeology, sont partiellement ou totalement hébergées dans data center ici à Orléans, alors qu'elles concernent le monde entier, elles sont consommées par le monde entier. Et je me place du point de vue du néophyte, voilà, j'ai envie de connaître les sous-sols. Par exemple, je fais un article sur la voiture électrique, on me dit que pour construire une voiture électrique, il faut du cobalt. Donc je tape dans OneGeology où est le cobalt et je vais avoir la donnée? Non, pas dans OneGeology, parce que dans OneGeology, on va avoir la structuration géologique du sol. Ça ne va pas nous dire où est la ressource minérale. D'accord. Hein? Alors, on travaille, vous avez raison d'évoquer ce sujet-là, parce qu'avec les événements récents en Ukraine, on se rend compte qu'il y a une problématique de souveraineté, d'approvisionnement. Il y a des tensions sur les matières premières, exactement, sur beaucoup de matières de métaux rares. Quand on se prive de l'approvisionnement d'un pays majeur dans la production de ces ressources minérales, ça a un impact sur la totalité de la filière industrielle. Donc on travaille là-dessus au BRGM. D'autres pays tels que l'Allemagne étaient plus en avance que nous là-dessus. Le gouvernement français nous demande de rattraper et de nous concentrer sur ces aspects-là. Très bien. Donc ma question, je la repose, c'est comment le néophyte peut accéder à ces données facilement ? Est-ce que c'est accessible? Oui, bien sûr. Toutes les données que nous produisons sont dites en open data, donc elles sont librement accessibles, réutilisables. Ça, c'était une directive européenne Inspire qui visait justement à libérer les données pour générer de nouveaux modèles économiques et de nouvelles activités économiques sur la base de ces données. Donc ces données, aujourd'hui, elles sont surtout consommées par des serveurs, des machines. Dans le domaine de l'eau, je reviens au domaine de l'eau tout à l'heure, notre plateforme Hub-O, elle est consommée pour 2/3 des 26 requêtes par seconde. Ce sont des machines qui font ça, ce ne sont pas des humains. Alors que quand on a commencé il y a 7-8 ans maintenant, c'était surtout des humains qui venaient télécharger cette donnée. Maintenant, ce sont des machines pour faire tourner des modèles mathématiques de prévision, par exemple. On parlait de sécheresse, c'est un bon exemple. D'accord, oui, des services aux agriculteurs, par exemple. Par exemple. Des services... aux industriels, comme le disait Daniel tout à l'heure. Très bien. Vous avez quelque chose à préciser, non, sur l'appel aux données, sur les services que vous avez en place? Par exemple, chez Antea, est-ce que vous avez mis en place un logiciel, ou vous utilisez un logiciel que vous avez acheté qui va piocher dans ces bases de données? Alors effectivement, on a développé plusieurs solutions logicielles qui remplissent différentes fonctions. Il y en a qui sont dédiées à plutôt de la représentation cartographique et de l'analyse, et d'autres pour de l'analyse de données. Et en fait, ces outils viennent piocher directement par web service sur les serveurs du BRGM, de l'INRAE, d'autres services publics qui créent de l'information environnementale. Avec ça, on est en capacité de faire nos études pour nos clients, mais aussi de fournir directement un service numérique. C'est-à-dire, on va être capable de proposer à nos clients industriels ou publics typiquement une application web dans laquelle il va avoir des informations sur l'état de sa ressource, etc. Arnaud Briseau, Christophe Briseau, sur ces services que vous développez à partir de cette masse de données disponibles autour du climat, autour de l'environnement? Alors, on met aussi, nous, ESN, on met aussi à disposition des plateformes. On a parlé de big data. Donc, pour pouvoir gérer cet ensemble de données, il faut des plateformes qui permettent d'aller collecter la donnée, de la stocker, de la processer, dans le jargon, donc de faire tourner des traitements et de la restituer. Donc ça, c'est aussi beaucoup de notre travail, c'est de pouvoir alimenter nos clients, publics, privés, en outils. Donc c'est souvent ce type de plateforme big data. Alors, en l'occurrence, la nôtre s'appelle Codex Data Platform, qui permettent effectivement d'aller à des utilisateurs finaux, d'avoir des outils clés en main, prêts à utiliser
qu'on va ensuite alimenter avec des données. Mais en tout cas, notre job à nous, voilà, c'est de fournir ces outils qui sont employables du jour au lendemain, entre guillemets, alors sous réserve d'être un petit peu expérimenté en informatique, mais qui permettent voilà, d'utiliser ces outils pour être tout de suite opérationnels sur le traitement de projets Big Data. Voilà, alors toutes ces ressources, elles sont impressionnantes comme ça sur le papier, en tout cas, hein, quand on en parle. Qu'est-ce qui manque pour ici, pour vraiment les valoriser, faire développer de l'activité économique, créer plus d'emplois? Moi, je me souviens d'avoir parlé avec des étudiants en biologie ou en sciences nat ou en sciences qui disent géologie, c'est pas possible, c'est bouché. Voilà, c'est une question que je pose comme ça. Or, là, vous êtes en train de nous dire que non, il y a des métiers, sauf que ce n'est pas ceux auxquels on pense. Moi, je suis sorti de la filière géosciences Orléans en 98. J'ai créé mon bureau d'études en 98, qui était spécialisé dans le domaine de l'eau et des systèmes d'information. C'est-à-dire que j'avais la compétence géosciences, mais avec une double compétence plus technologique. J'ai réussi à développer ce bureau d'études et cette société Géoïde est devenue filiale d'Antea Group en 2013. Je suis toujours à la recherche de candidats ayant cette double compétence. Donc c'est pour ça que je me suis toujours impliqué dans la formation, l'offre de formation de l'Université d'Orléans pour justement pousser les aspects technologiques, géomatiques, data science, etc. Vous voyez des initiatives comme White Code School ou alors le Labia qui est là pour essayer d'accompagner les entreprises dans leur montée sur les sujets technologiques. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, quelqu'un qui serait issu de la filière géosciences, qui a un petit peu d'appétence pour les sujets numériques, data, aujourd'hui, on se les arrache. Hein. Oui, je confirme ce que dit Daniel. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons monté une nouvelle équipe en géosciences numériques au mois de novembre dernier. On est une quarantaine de personnes. L'objectif, c'est d'arriver à une petite soixantaine à la fin de l'année, 70 un an plus tard. On sait qu'on a des turnovers importants dans nos équipes, hein, des gens qui viennent, qui repartent. Donc en fait, ça fait des mouvements de personnel beaucoup plus importants que le simple effectif qu'on pourrait calculer. C'est une vraie difficulté aujourd'hui. Et nous, on aime bien les profils géosciences plus numériques. Les géosciences pures, c'est-à-dire ceux qui font de la géologie à la papa, entre guillemets, avec un papier et un crayon, ça c'est terminé. L'association de la géoscience et le numérique, c'est clairement pas l'avenir, c'est maintenant. Et pour rebondir sur les propos d'Arnaud, les métiers du numérique permettent l'accès à ces types d'activités. Parce que dans nos métiers, nous avons soit des choses qui peuvent être très techniques, mais on a aussi des choses qui vont se rapprocher du métier, du fonctionnel. Donc des gens qui ont des formations scientifiques peuvent, même s'ils ne sont pas strictement informaticiens, peuvent aller assez vite vers ces métiers-là. Donc on a une capacité à aller et à venir sur ces métiers. Il est vrai, on l'avait touché du doigt tout à l'heure, hein. Problématique de la ressource, elle est vraie. On l'a dit, on ne forme pas suffisamment d'informaticiens en France, ça reste vrai. Autre élément très positif de la région, on l'a un petit peu abordé, donc on a différents acteurs, mais on a aussi des projets fédérants. Et quand je dis projets fédérants, je pense en particulier à une initiative portée par la région Centre, hein, qui s'appelle le Climate Data Hub, qui vise effectivement à fédérer un écosystème. Donc le Climate Data Hub, c'est un hub, enfin une plateforme autour du climat. C'est aujourd'hui une initiative qui est en train de se fédérer, de se structurer en association ou une autre forme. L'objectif, effectivement, est de fédérer des acteurs qui ont de la compétence, de la donnée, pour demain créer des services numériques, hein, principalement, autour de la thématique environnementale, et notamment pouvoir proposer des services qui vont nous permettre demain de lutter plus efficacement contre le réchauffement climatique ou autre chose. Et ça se passe chez nous. Donc on a les acteurs, on a les compétences numériques au sens des ESN et on a aussi des projets pour servir tout cet ensemble-là. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Briseau. Merci, Monsieur Garnier. Merci. On va conclure. Merci, Monsieur Pierre, donc Antea Group. Antea qui vient d'inaugurer un nouveau bâtiment, hein, sur son site Loiretain. Voilà, merci d'avoir suivi cette 4e et dernière table ronde.